Ici Florence K. Vous me connaissez surtout pour ma musique, mais là, je veux vous parler de santé mentale. D'ailleurs, le titre de la série, Une personne sur 5, fait référence à la proportion de Québécois qui seront affectés par un trouble mental au cours de leur vie. Dans cet épisode, on aborde les troubles dépressifs avec ma fille Alice, qui était toute jeune quand j'ai vécu mon premier épisode. On en parle avec le psychologue Martin Provencher. Vous allez l'entendre, c'est un épisode particulièrement touchant. Bonne écoute! Bienvenue à Une personne sur 5. Comme doctorante en psychologie, parce que oui, les psychologues ont un doctorat, même si ce ne sont pas des médecins comme les psychiatres, déstigmatiser la santé mentale est au cœur de mon objectif professionnel. On a voulu présenter le point de vue d'un proche, parce que la situation peut aussi avoir un impact sur eux. Et comme je suis moi-même passée par là, je reçois ma fille Alice, qui a 18 ans aujourd'hui, mais qui n'avait que 4 ans lors de mon premier épisode dépressif caractérisé. J'ai aussi fait appel au psychologue Martin Provencher, qui est également professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval. Merci à vous deux d'être présents avec moi. Merci à toi, Florence. Merci, ça fait plaisir. On va voir avec Martin comment se déclinent les différents troubles dépressifs. Puis Alice, on va voir comment toi, tu as vécu tout ça. Mais si tu le permets, je vais commencer par vous raconter comment la dépression s'est présentée dans ma vie. Bien sûr, c'est parfait. Donc, 2009-2010, j'avais 26 ans. Je travaillais beaucoup, carrière que j'adorais, dans le métier de mes rêves, donc chanteuse, artiste, album, tournée, voyage, promesse d'une carrière internationale. En même temps, j'avais le grand bonheur d'être ta maman. Tu avais à peu près 4 ans à cette époque-là. Par contre, il y avait des circonstances qui étaient plus difficiles. Je voulais quitter ton père. Et ça me causait beaucoup de stress puis beaucoup de culpabilité parce que j'avais peur de briser la famille. J'avais peur qu'une rupture puisse t'affecter. Donc, je restais. J'étais pas bien, mais je me disais, faut que je sois bien vu que tout de l'extérieur va bien. J'ai pas de raison pour pas être heureuse. Et ce qui est arrivé, c'est que de manière assez insidieuse, l'insomnie est entrée dans ma vie. Une insomnie où est-ce que tu es couché, puis tu n'arrives tellement pas à t'endormir, là, tu ressens presque des chocs électriques au bout des doigts. Puis ce qui m'empêchait de dormir, c'était des pensées vraiment difficiles envers moi-même. T'es vraiment pas une bonne mère, t'es vraiment pas une bonne artiste, t'as tout pour être heureuse, puis tu veux quitter ton chum. T'es vraiment une personne horrible. Et toi, là-dedans, je continuais à m'occuper de toi, mais j'ai commencé à me sentir comme une mauvaise mère. Je m'auto-flagellais constamment. Puis je pense que c'est comme ça que la dépression s'est insérée. Et à un moment donné, ma famille a commencé à se poser des questions. Puis les gens, je veux dire, on parle de ça, là, on était en 2010, à peu près 2011. Dépression, c'était hyper tabou. Mais donc, je suis pas allée chercher de l'aide. J'ai attendu vraiment longtemps. Puis à un moment donné, t'es partie aussi chez grand-maman, chez ma mère. Puis je pense que ça a été le plus dur de plus être capable de m'occuper de la personne la plus précieuse de ma vie. Toi, Alice, tu te rappelles de ça? Oui, mais c'est drôle, il y a des parties que je me rappelle à cause des histoires qu'on m'a racontées, à cause du fait que j'ai tellement entendu ce récit-là souvent. Fait que dans ma tête, en fait, je me rappelle de tout parce que je l'ai beaucoup entendu. Mais je me promenais beaucoup de maison en maison. Chez grand-maman, chez ma tante, mon oncle, ta meilleure amie. C'était plus pendant la dépression, mais c'est un pattern qui est resté beaucoup, de me promener en différentes maisons. Fait que ça m'a quand même marqué. D'une bonne façon aussi, parce que j'ai vraiment eu un village. S'il y a une chose dont je me rappelle, c'est que j'ai pas été laissée toute seule, mais dans un sens aussi, j'ai été laissée toute seule parce que mon père a décidé de partir parce que tu voulais le quitter. Puis, toi, t'avais pas le choix de te prioriser. Après ça, j'ai senti comme un double abandon. Une image très, très forte là, qui me revient au début de ma dépression, quand j'étais encore un peu fonctionnelle, mais que j'étais tout le temps fatiguée. À la maternelle, il y avait une petite fiche qu'il fallait remplir. Puis c'était le métier de maman puis le métier de papa. Puis
le métier de maman, tu avais écrit « se reposer ». Parce que tout le monde te disait « maman se repose », puis que c'était pour ça. Tout le monde te disait « maman est malade, maman se repose » pendant que tu n'étais pas là. Puis tu avais mis ça en mots. Qu'est-ce que tu comprenais de ce qui était en train d'arriver? Honnêtement, c'était maman était malade. Ça pouvait pas aller tant plus loin que ça, je pense. Je pense que j'ai toujours eu un ressenti que c'était pas une maladie physique. Clairement, je le voyais dans un sens parce que on te regardait dans les yeux puis c'était comme vide. Fait que quelqu'un qui est mal physiquement, mais la présence part pas parce que ça se voit, c'est une douleur physique. Mais quand c'est dans ta tête, tu le vois. Je te regardais dans les yeux puis je le voyais. Quasiment, on voyait tes pensées. Et j'arrivais pas à me prendre en main. Je n'arrivais physiquement pas, mentalement pas. Éventuellement, c'est l'ambulance qui a été appelée. Et là, je voulais pas aller avec l'ambulance parce que je leur disais, je suis pas malade, c'est juste moi, je suis une mauvaise personne. Donc, la police a été appelée, j'ai été emmenée, puis il y a eu une ordonnance de traitement, la loi P38. Donc, pour que je puisse me faire traiter parce que j'étais trop dangereuse pour moi-même et je refusais de me faire traiter. À ce moment-là, tu avais 5 ans lors de l'hospitalisation. Te rappelles-tu de ça? Je me souviens des visites à l'hôpital. Je me souviens du sentiment. Je me souviens avoir dit à mamie, mon arrière-grand-mère, que là, j'avais perdu mes 2 parents. Puis j'étais complètement dépourvue. Mais en même temps, au contraire, je me souviens aussi avoir dit à ma grand-mère, Nathalie, que t'allais revenir, que tout allait être correct. Puis je sais que ça lui a donné espoir à elle. Fait que ça veut dire que je portais quand même un espoir en moi. Puis dans ma tête, ça veut juste dire que, au quotidien, j'avais des vagues d'espoir qui venaient. Puis j'avais des vagues où j'étais un peu plus perdue, mais c'est ça. Tu sais, je pense que d'une certaine façon, même quand j'étais au pire de la maladie, toi, tu as été aussi mon espoir. Je voulais guérir parce que je voulais être là, puis te voir grandir. Puis je le sais qu'un enfant n'est pas supposé parenter un parent, puis c'est pas du tout ça que tu me souhaites. Mais veux pas, c'est un moment où je voulais tellement pas te perdre que c'est un sentiment de protection qui reste avec toi pour toujours. Martin, Alice parlait de ces vagues-là entre espoir puis découragement, d'incompréhension, d'incertitude. Bon, Alice était enfant, mais est-ce que c'est un élément qu'on retrouve en général chez les proches? Ces variations-là entre l'espoir et le découragement? Oui, tout à fait. Puis, merci pour ce beau partage-là, Alice. C'est vraiment touchant de vous entendre puis de voir un peu comment toi, tu as vécu ça. C'est vraiment intéressant. Puis, les proches, souvent, sont un peu dépassés par la situation. T'sais, la personne qui vit l'épisode dépressif ne comprend pas elle-même qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Mais les proches aussi, pour eux, ça peut être difficile de comprendre. Donc, si on imagine que c'est un enfant avec le bagage émotionnel de connaissances que tu as, ça rend ça plus difficile. Donc, moi, je trouve ça quand même positif, ce que tu dis. Malgré tout ce que tu vivais, tu avais quand même un espoir qui semblait pas venir de l'extérieur. C'était pas les autres adultes qui te le donnaient. C'est comme si ça venait de toi. Et ça, c'est quand même... je pense que ça démontre que tu as probablement en toi une résilience. Je peux en témoigner de sa résilience. Mais j'aimerais ajouter que l'espoir extérieur était pas tant là. Donc, c'était dur pour moi d'en recevoir parce que les gens, c'était dur pour eux-mêmes d'en avoir de l'espoir. Donc, je me souviens qu'on me divertissait. J'étais super chanceuse. Je vivais avec mes cousines qui sont proches en âge, mes tantes. Je m'amusais, là. Puis on me divertissait, mais je pense que c'est tout ce que les gens pouvaient faire parce qu'ils ne savaient pas comment faire face à ça. Ils ne savaient pas trop comment t'aider non plus. Tout le monde se débrouillait vraiment par eux-mêmes. Puis, l'espoir que j'ai dû le trouver en moi parce que comment on explique ça à un enfant aussi? Mais c'est un excellent point que tu amènes avec l'information, l'éducation psychologique, d'inclure les proches. C'est quelque chose qui va pouvoir être aidant pour aider aux gens de l'entourage à comprendre qu'est-ce qui se passe.
Dans ce contexte-ci, quand tu es un enfant, ben là, les adultes peuvent penser que c'est mieux de ne pas te donner d'informations, de te dire la vérité en pensant qu'ils vont te protéger. Mais il y a toujours une façon, en des mots appropriés selon l'âge, d'expliquer réellement qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est beaucoup plus payant, aidant pour un enfant que de se faire pas dire qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ton cerveau d'enfant va construire une réalité qui risque de ne pas être la vérité. Mm-hmm. Puis, je pense aussi que les enfants en comprennent beaucoup plus que ce que les adultes pensent. J'ai vite appris que toi puis grand-maman, vous parliez italien pour pas que je comprenne, mais l'italien, ça ressemble beaucoup au français. Fait que, veux pas, j'ai compris quand même. Tu te débrouilles en tant qu'enfant. J'étais aussi très curieuse, là. J'ai beaucoup écouté par les portes, ce qui a fait aussi que j'ai grandi beaucoup plus rapidement, mais c'est ça. Tu te construis ta réalité à toi, puis l'image que tu as de la situation avec les termes que toi, tu peux comprendre. Est-ce que tu te souviens de quand j'ai commencé à aller mieux? Je m'en souviens un peu. On était allés dans un café, puis on a joué à un jeu de cartes. Il fallait construire des châteaux avec des cartes. Un jeu que j'adorais, d'ailleurs, avec grand-maman. Puis c'était comme une réunion de comme moi et mes 2 parents, en fait. C'était comme un moment qui m'a tellement comblée. Puis ça a vraiment marqué le fait que je savais que ça allait pouvoir aller plus tard. Puis le début, la fin de cet épisode-là. Parce que grand-maman, c'était devenu ton autre parent. Oui, elle est toujours. Puis ça, c'est un des éléments pour lesquels je suis tellement reconnaissante. Martin, moi, j'ai quand même vécu un épisode dépressif extrême, là. Mais est-ce que ça se présente toujours comme ça, une dépression? Bien, je pense que c'est un bon point à faire parce que mais ça peut se rendre jusque-là, la dépression. Mais ça commence souvent graduellement, tu l'as dit, insidieusement. Puis on vit tous des symptômes dépressifs, dépendamment de ce qu'on vit dans la vie, mais ça peut monter en intensité. Donc, on peut avoir une dépression dite légère où on a le même type de symptômes qui sont présents que tu mentionnais. J'ai peut-être moins d'énergie, moins d'intérêt, mais je suis quand même capable de fonctionner. Je me lève le matin, je vais au travail, j'ai moins de plaisir. Donc, ça peut être présent de cette façon-là, mais quand ça l'augmente en intensité, bien là, on peut parler d'un épisode dépressif caractérisé, ce que tu mentionnais. Mais dans un épisode dépressif caractérisé, il n'y a pas nécessairement tout le temps des éléments psychotiques. Donc, tu peux faire une dépression caractérisée sans éléments psychotiques. Quelqu'un qui a un trouble dépressif peut avoir plusieurs épisodes dépressifs qui peuvent varier en intensité. Donc, ce n'est pas toujours la même signature, si je peux dire. OK. C'est quand même... c'est vraiment intéressant là, de départager tout ça. Fait que la dépression, c'est un peu comme un spectre. Tout à fait. Martin, est-ce que tu pourrais nous parler des autres troubles dépressifs? Il y en a quand même plusieurs. Fait que je pense qu'on peut peut-être énumérer là, peut-être les termes ou les noms que les gens entendent le plus souvent. Mm-hmm. Donc, le trouble dépressif persistant, où c'est un peu le même type de symptômes que d'un épisode dépressif caractérisé. Mais souvent, l'intensité est moindre, mais va durer plus longtemps. Donc, peut durer au moins 2 ans. Puis, il n'y a pas de période où la personne est bien. Donc, il n'y a pas une période d'au moins 2 mois où je fonctionne normalement. Fait que c'est toujours comme en arrière-plan. Il y a aussi le trouble dysphorique prémenstruel ou le TDPM, dans le fond, où les épisodes vont se produire vraiment là, dans le cycle menstruel suite à l'ovulation. Et ça peut être très, très déstabilisant pour les femmes qui vivent ça parce que c'est difficile là, à diagnostiquer. On parle aussi de dépression saisonnière. Donc, les gens peuvent vivre plus de symptômes dépressifs à certains moments de l'année. On pense au mois de novembre, par exemple, ici, il commence à faire froid, etc. Mais ce n'est pas nécessairement seulement à cette période-là. Donc, les gens vivent des symptômes dépressifs, souvent avec la baisse de luminosité. C'est ça, la lumière. Tout à fait. Il y a aussi ce qui est un peu nouveau là, dans le nouveau manuel diagnostic, c'est qu'avant, lorsque la personne faisait un deuil, on ne pouvait pas vraiment donner un diagnostic de dépression, alors que c'est maintenant permis de le faire. Puis on peut comprendre que c'est normal d'être triste lorsqu'on vit un deuil, mais ça atteint une intensité telle que ça se transforme en épisode dépressif et je ne suis pas capable de fonctionner. Bien, d'identifier ça comme étant seulement un deuil, bien, ça laisse sous-entendre que ça va se résorber tout seul, c'est normal. Et c'est problématique parce que ces gens-là auraient besoin d'aide de service. Fait que ça, il faut le retenir. Dans un contexte de deuil, si c'est intense puis ça ne passe pas, bien, peut-être que c'est un épisode dépressif qui aurait besoin d'être traité.
Mais un peu la même chose pour le burn-out qu'on entend. Donc, c'est un terme qu'on entend souvent, qui est socialement acceptable, je dirais. Tu fais une dépression parce que tu as trop travaillé. Donc, il y a une certaine, pas valorisation, mais il y a une certaine nuance qui fait que c'est moins stigmatisant de dire ça. Mais le burn-out, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le manuel diagnostique. Essentiellement, c'est la plupart du temps les critères diagnostiques d'un épisode dépressif. Donc, c'est faire une dépression dans un contexte de stress au travail. Puis je pense que c'est important de nommer les bons termes. Je pense que c'est un peu à ça que les balados vont servir. Il n'y a pas de honte à l'identifier de cette façon-là. Puis quand on nomme les choses pour ce qu'elles sont, bien, c'est peut-être plus facile d'aller chercher des soins pour ce qu'on a. Ça montre bien que la dépression, c'est pas juste une affaire. Tout à fait. Alice, mon amour. Bon, après, quand je suis sortie de l'hôpital, pour moi, c'était super important que tu sois suivie. Et tu as été suivie là, jusqu'à l'âge de 6,5. Mais vers 9-10 ans, tu es venue me voir après l'école en me disant « Maman, aujourd'hui, il y a un psychoéducateur qui est venu dans notre classe pour nous dire que si on avait besoin de parler, si on avait besoin d'aide, on pouvait aller le voir puis prendre rendez-vous. » Puis, je suis allée le voir, puis j'ai pris rendez-vous. Écoute, c'était à 9-10 ans, tu es venue me raconter ça, puis j'ai fait comme « Wow! » Ouais, moi, j'ai commencé à me sentir d'une façon tellement étrange, puis que j'ai tellement pleuré. J'étais dans le bain, puis j'arrêtais pas de pleurer parce que mon père était pas là, ma mère avait pas été là. Elle était là maintenant, mais d'une façon plus mélancolique. Puis je changeais de maison tout le temps, j'étais déstabilisée. Et je pleurais. Puis j'essayais de comprendre le pourquoi, du comment. Je détestais quand ma mère me disait pas les affaires. Je voulais qu'elle me raconte tous des problèmes de sa meilleure amie, des enfants, je voulais tout savoir. Pour moi, là, être dans le néant, c'était non. Donc, bref, à 9-10 ans, c'est ça. Je suis allée voir le psychoéducateur qui m'a d'ailleurs beaucoup aidée. Puis, on se cherche aussi à cet âge-là. À l'adolescence, on se cherche encore plus. Fait que c'est justement durant mon adolescence que moi, après ça, j'ai commencé à développer un trouble anxieux. J'ai été diagnostiquée avec un TAG, un trouble d'anxiété généralisée. C'est comme si les séquelles de ce que j'avais vécu s'étaient manifestées par ce trouble anxieux-là. Puis je pense que cette hypervigilance-là vient aussi avec le fait que je veux tout le temps te protéger. Mais c'est une protection que j'ai aussi développée pour tous mes proches. C'est ça. Mettons, mon chum me répond pas la nuit, ben j'ai besoin de savoir il est où, j'ai besoin de savoir ça parce que j'anticipe tout le temps. Alice, c'est fou, en fait, en tant que mère, de voir comment un événement qui est arrivé, t'étais une petite enfant, là, de 5 ans, comment ça résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, Martin, pour ça? Bien, moi, ce que je retiens de ce qu'Alice nous dit, tu l'as identifié, ce sentiment de protection que tu avais envers ta mère. Donc, chez les enfants, c'est quelque chose qui peut se produire, ce qu'on appelle la parentification. Tu deviens un peu le parent. Et ça peut être problématique pour un enfant qui doit porter toute cette charge-là, cette responsabilité-là sur ses épaules. Donc, ça revient à ce qu'on disait plus tôt, l'éducation psychologique est importante. C'est important que quelqu'un explique à Alice ce qui est en train de se produire. Si la personne qui veut un épisode dépressif est capable de le faire par elle-même, tant mieux. Si elle n'est pas capable, ça peut être le conjoint, un proche, un ami. Ou un professionnel. Donc, je pense que le réflexe a été bon d'avoir quelqu'un qui la rencontre après l'hospitalisation. Puis ton réflexe, Alice, a été bon d'aller voir un psychoéducateur. Chez les enfants adolescents, souvent, la porte d'entrée, c'est l'école. Il y a des psychoéducateurs, il y a des psychologues scolaires. Donc, d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide. Et ça s'applique aussi aux adultes. Là, dans le fond, l'entourage a besoin d'être informé sur qu'est-ce qui se passe. Comme on le disait, la personne qui vit l'épisode dépressif ne comprend pas elle-même qu'est-ce qui arrive. Comment vous voulez que les proches comprennent qu'est-ce qui est en train d'arriver? Donc, ça veut dire que les services ne doivent pas aller juste pour la personne qui vit un épisode dépressif, mais les proches, la famille, que ce soit via des groupes de soutien, des organismes communautaires, la documentation, même à la limite, il peut même avoir des thérapies familiales qui peuvent être faites à ce moment-là, mais c'est important d'inclure les proches dans le traitement et le soutien d'un épisode. Et mon dernier point serait, et les proches, il ne faut pas qu'ils oublient qu'eux, dans le fond, ils peuvent sombrer dans des épisodes dépressifs puis beaucoup de détresse associée. Donc, des fois, les proches, ils doivent être capables de mettre les limites de ce qu'ils sont capables de faire ou non et eux-mêmes aller chercher de l'aide pour eux dans ce rôle-là, qui est très demandant.
C'est ça que vous dites, quand on prend l'avion, on dit la première personne pour aider l'autre personne, il faut mettre son masque, mais c'est la même chose pour le prochain aidant. Elle m'a toujours dit ça. Toujours. Évidemment, c'est un épisode dans lequel on parle des proches, mais si soi-même on vit une dépression, Martin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, en fait. Dans le fond, dans le cas de la dépression, on sait que les antidépresseurs sont efficaces, mais on parle plus pour la dépression modérée à sévère. La psychothérapie aussi est efficace. Donc, aller voir un psychologue, un psychothérapeute, il y a plusieurs approches pour lesquelles ils ont démontré une efficacité, en particulier la thérapie cognitive comportementale et l'activation comportementale. Et il y a cette idée des auto-soins, qui est un nouveau concept ici au Québec. Puis essentiellement, un auto-soin, c'est un traitement psychologique qui est reformulé dans un fascicule, un site Internet. Et la personne, par elle-même, peut s'auto-administrer un traitement psychologique accompagné d'un intervenant. Donc, dans le réseau de la santé, ça peut être des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, et ils vont supporter la personne dans l'implantation de ce traitement psychologique-là. Dans les cas de dépression sous-clinique légère à modérée, pour certaines personnes, les autosoins, c'est clairement un outil qui peut être aidant. Donc, ça, c'est un autre outil dans notre bagage d'intervention. On va au CLSC pour trouver un intervenant pour nous accompagner? Oui, le programme est implanté là, dans les CIS et les CIUS à travers la province, vraiment. Donc, normalement, les gens devraient avoir accès à une gamme de services, dont les autosoins, les groupes, etc. Alice, il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est que j'ai jamais senti de jugement de ta part. Bien, je suis personne pour juger. Puis personne l'est vraiment, en fait. Ma dépression, c'était pas un choix. Oh, mais crois-moi, je le sais. Mais il faut tellement se rappeler que il y a beaucoup de positifs qui sortent de ça, qu'on le veuille ou pas. Puis c'est gros, mais ça m'a permis d'établir un réseau avec mes proches aussi, qui est incomparable. J'ai une grand-mère qui est un parent pour moi. J'ai des cousines qui sont comme mes sœurs. J'ai vécu avec littéralement tout le monde dans ma famille. Je suis tellement chanceuse d'avoir eu ce village-là. Justement, l'importance d'un village, c'est tellement important. Alice, ma fille, ma merveilleuse fille, tellement touchant pour moi de partager ce moment-là avec toi. Puis je pense que c'est un des privilèges qui ressort de toute cette histoire-là. C'est notre capacité à parler comme ça ensemble. 100%. Merci d'être toi puis d'être là. C'est à toi. Merci Martin Provencher, psychologue et professeur de psychologie à l'Université Laval. Merci pour toutes ces connaissances qu'on a pu acquérir avec toi. Vraiment, c'était un grand plaisir de t'avoir. Donc, merci beaucoup. Merci Florence et Alice d'avoir partagé ça. C'était très touchant. Merci Martin. Si vous voulez retrouver les ressources dont on a parlé dans l'épisode ou si vous avez besoin d'autres ressources, rendez-vous dans la section « À propos » du balado.